Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour le récap. On vient d'avoir une session sur l'architecture et on va enchaîner avec une session par les développeurs. Je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions pendant que François va parler. On a aussi mis dans le chat le lien vers la chaîne YouTube avec toutes les sessions de Reinvent. Vous pouvez revoir les récaps. Et puis on va enchaîner tout de suite. Bonjour François. Avec plaisir, bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Toi, tu étais à Reinvent pour le coup. Moi j'étais à Reinvent, C'est bien j'ai eu passé. cette chance-là, ça s'est très bien passé. C'était l'occasion de rencontrer plein de clients et des clients français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui font le déplacement à Reinvent. Et comme disait Julien, c'était 70 000 personnes, donc j'espère qu'il y avait quand même des Français dans le lot. Tout à fait, il y avait plein de Français et ça c'était vraiment bien de voir les gens là-bas. Ok. Parce que c'est un vrai moment de partage et on peut discuter des sujets, découvrir. Il y a des opportunités d'aller discuter avec les gens des équipes produits. Donc ça, c'est quand même de super opportunités quand on a envie d'aller dans le détail. Donc c'est vraiment bien d'avoir cette occasion-là. Ok, super. Et donc, Julien avait nous parler d'architecture, mais il a un peu débordé sur le sujet développeur. Donc, j'imagine Tout qu'il à y a eu fait. pas mal d'annonces pour les développeurs. Il y a eu pas mal d'annonces pour les développeurs. Et puis, alors, moi, de toute façon, mon dada, c'est les développeurs. Je suis développeur logiciel. Alors, mon langage préféré, c'est C#, mais tout va bien. Il n'y a pas aucun problème. Et, ouais, là, cette année, il y a eu beaucoup d'annonces pour les développeurs. Bon, moi, ma préférée, Julia en a déjà un peu parlé, donc, mais pour ceux qui nous ont rejoints, je vais en reparler plus en détail, c'est Amazon Code Catalyst. Donc, Amazon Code Catalyst, on avait déjà des services pour les développeurs, des services qui permettaient de faire de l'intégration continue, du déploiement continu. On avait Code Build, on avait Code Pipeline, on avait Code Deploy. Donc, on avait toutes ces briques de base. Mais ce qu'on a entendu de nos clients, c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est construire une vision unifiée de leur développement logiciel, de leur plateforme de développement logiciel. Ils ne voulaient pas juste avoir le build d'un côté et le déploiement de l'autre. Ils voulaient avoir une vision de bout en bout de je suis en train de faire ma planification jusqu'à c'est déployé, c'est live et je vois ce qui se passe. Et Amazon Code Catalyst répond à ce besoin d'avoir une plateforme qui unifie toutes les étapes du développement logiciel. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on a clairement entendu de nos clients, notamment des développeurs logiciels, c'est moi, j'ai pas forcément un compte AWS et j'ai pas forcément envie de créer un compte AWS tout de suite. Et donc, Code Catalyst ne requiert pas d'avoir un compte AWS pour toute la partie planification et intégration continue. Vous avez un free tier qui vous permet déjà d'utiliser le service et sans avoir à créer un compte AWS et à mettre une carte de crédit. Donc le service est en preview aujourd'hui, je vous invite vraiment à l'essayer. Pas besoin d'avoir un compte AWS pour démarrer avec Code Catalyst. Donc je vais tout de suite aller vers une petite vidéo de démo. Donc Code Catalyst, là, on est dans l'environnement. Vous avez la liste des projets auxquels j'ai accès. Donc là, on a différents projets. Je crée un nouveau projet. Je peux soit créer un projet from scratch, soit d'un blueprint, comme Julien en parlait. Donc un blueprint, c'est plus qu'un simple modèle de projet. Parce qu'en fait, quand vous allez déployer un blueprint, ça va déployer la partie gestion de projet, ça va déployer le code source d'une application de base et ça va déployer cette application. Si vous avez un compte AWS lié à votre projet Code Catalyst, ça va déployer l'application dans votre compte AWS. Donc, à la fin de la création de votre projet, vous avez une application live qui est déjà déployée sur un environnement de développement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec le blueprint Single Page Application. Et vous voyez, je peux choisir aussi même quel service va héberger ma Single Page Application. Est-ce que c'est Amplify Hosting ou c'est CloudFront plus S3 l'infrastructure as code, est-ce que je vais le faire avec CDK en TypeScript ou avec un autre langage de programmation. Donc là, j'ai lancé la création. J'arrive sur l'overview de mon projet, donc c'est en train de se déployer. Je peux par exemple aller saisir des issues pour faire ma gestion de projet. Je peux aller voir mon repository de code, donc c'est des repos guides bien sûr. Je peux aller voir mes workflows, là j'en ai deux, un pour le build and test et un pour le déploiement. Et j'ai déjà un premier environnement, donc un environnement d'infrastructure, mon environnement développement, qui va être déployé à l'issue de la création du projet. Donc là, il est en cours de déploiement.
j'ai des espaces et là, je peux revenir sur l'overview de mon projet. Depuis l'overview de mon projet, j'ai un README et je peux aussi aller directement sur mes workflows de build et déploiement. Ici, je vois un workflow. Il y a des tâches en parallèle. La première tâche, c'est de faire un CDK Bootstrap de mon compte AWS. Donc là, on voit que cette tâche est en cours, cette action est en cours, et je peux voir où il en est et récupérer les logs du déploiement. Et là, la deuxième tâche, c'est vraiment de faire le build and test de mon application web. Voilà rapidement pour Code Catalyst. Il y a des dizaines de questions. Il y en a une quand même dans laquelle je me suis assez identifié parce que je trouve ça intéressant. C'est pour les gens qui utilisent déjà un autre système, qui ont créé leur GitHub Actions par exemple, et qui veulent utiliser Code Catalyst, il y a des moyens de faire une transition plutôt smooth? Oui, tout à fait. Alors en fait, vous pouvez intégrer vos GitHub Actions à Code Catalyst. Donc en fait, si vous avez déjà votre repo dans GitHub donc le contrôle de code source, votre Git repository dans GitHub et même des actions, donc GitHub Actions dans GitHub, vous pouvez tout à fait les intégrer à Code Catalyst et bénéficier des autres fonctionnalités du service. Ok, ça c'est cool. Un autre service super intéressant pour les développeurs logiciels, c'est Application Composer. Quand on commence à faire du serverless, parce que moi je suis le développeur logiciel et je vous avoue que tout ce qui est machine virtuelle, réseau, Julien, ça le faisait kiffer tout à l'heure. Moi, ça me fait pas du tout kiffer. On voit quand même qu'il y a une tendance à essayer d'abstraire ça de plus en plus pour que les développeurs puissent se concentrer sur leur code. Ouais, tout à fait. Compris de ce que dit Julien. Parce qu'en fait, quand on peut, en tant que développeur, quand on se concentre sur notre code, et notamment le code métier, c'est là où on apporte le plus de valeur à l'entreprise. C'est-à-dire que si on peut se focaliser sur le code métier, on est en train de créer de la valeur pour l'entreprise. Si on est en train de se focaliser sur du code glue, de la glue entre différents des applications, différents composants, on n'est pas en train de créer la valeur, là, on est juste en train de créer du code technique. Donc effectivement, il y a une tendance à abstraire et le serverless, dans cette démarche-là, ça aide beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a passé l'étape de découvrir Lambda, qui est un service avec lequel c'est très facile de démarrer, il y a quand même une petite courbe d'apprentissage sur le serverless, c'est qu'il y a tellement de services serverless. Créer une application serverless, finalement, c'est composer une application qui va utiliser plusieurs services serverless. Et il y a cette petite courbe d'apprentissage. Une fois qu'on a passé cette petite courbe d'apprentissage, il y a la partie découvrir comment on va connecter les services les uns avec les autres. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a envie de pouvoir déployer facilement et de mettre à jour facilement son infrastructure. Et donc là, il y a la troisième étape qui est d'apprendre à faire de l'infrastructure as code. Et tout ça, ça met quand même un petit peu de temps. Et ce qu'on a entendu de nos utilisateurs, c'est qu'ils aimeraient bien avoir finalement quelque chose de visuel pour pouvoir faire ça, pour pouvoir découvrir et aussi pour pouvoir se représenter, parce que quand on revient sur une application et qu'on veut faire évoluer son architecture, quand on lit un fichier CloudFormation en YAML qui fait plus de 800 ou 1000 lignes, des fois c'est un petit peu compliqué de revenir dans le projet et de revenir sur cette architecture. Et donc là, avec Application Composer, on amène quelque chose de visuel. Donc je vais rentrer un petit peu dans ce que je veux dire par visuel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du drag and drop. On a les services à gauche et on va pouvoir faire du drag and drop des services dans le logiciel et connecter les services entre eux. Et Application Composer va faire la génération du template CloudFormation pour nous. Donc, les use cases, c'est vraiment faire la conception et le développement d'applications serverless. C'est aussi de générer le code de l'infrastructure as code, justement, pour déployer les applications serverless et de revenir dans un second temps pour visualiser l'architecture de notre application, sa configuration et pouvoir la faire évoluer dans le temps. C'est vraiment les trois use cases qu'on essaye d'adresser avec Application Composer. Donc là encore, j'aime bien les démos, donc on va aller tout de suite dans une petite démo. Donc là, je vais créer un projet dans Application Composer. Dans ce projet, je peux soit partir d'un projet existant, soit partir from scratch. Je peux travailler en mode connecté ou déconnecté. Donc là, je vais travailler en mode connecté. Je vais dire où est-ce que je veux enregistrer mon fichier localement. Voilà, donc là, je crée mon projet. C'est parti. Et donc, l'intérêt, c'est de travailler main dans la main avec Application Composer et la ligne de commande SAM. Et on va montrer comment ça fonctionne. Donc ici,
avec Sam qui est là, effectivement. Là, j'ai créé mon application composer et dans VS Code, je vois déjà mon fichier YAML. Alors là, c'est pas un template CloudFormation pur, c'est un fichier qui prend le template serverless. Donc la transformation serverless, donc c'est un peu plus simple, hein, c'est le format de SAM. Et donc là, j'ai mon bucket S3. Je retrouve les informations de mon bucket S3 ici dans mon template. Et je vais pouvoir déjà déployer via la CLI SAM ce premier morceau de template, donc mon bucket S3. Donc il est déjà en train de déployer le premier élément. Maintenant, je veux en fait mettre une queue SQS et envoyer une notification de S3 dès qu'il va y avoir un fichier ajouté dans mon bucket S3. Je veux que ça notifie et que ça envoie un message dans ma queue SQS. Donc là, j'ai rajouté ma queue et je vais pouvoir relancer ma commande SAM et ça va mettre mon infrastructure à jour, déployée immédiatement. Maintenant, je veux mettre une fonction lambda. Donc là, j'ai fait un drag and drop, j'ai mis ma fonction lambda. Vous voyez, j'ai accès à toutes les options. Je peux choisir le type d'architecture. Je peux vraiment paramétrer tous les paramètres d'une fonction lambda. Donc ici, je vais définir une variable d'environnement et je vais dire que la variable d'environnement S3 bucket, c'est lié à mon bucket que j'ai déjà déployé. Donc j'ai mis une ref. Donc là, je vais pouvoir bouger un peu les éléments visuellement. Application Composer va m'aider à réorganiser tout ça de manière un petit peu propre visuellement. Et donc voilà, j'ai ma fonction lambda qui apparaît. Donc j'ai les éléments de ma fonction lambda qui apparaissent dans mon template SAM, mais pas que. Vous allez voir, en fait, Application Composer va aussi avoir généré le squelette de la fonction lambda. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, j'ai vraiment les différents éléments qui sont là. Donc là, j'ai fini. Il a fini de déployer les premiers éléments. Et donc là, vous voyez, j'ai le squelette de ma fonction lambda qui est ici. Et je peux venir modifier directement ma fonction lambda. Donc vraiment, Application Composer va jusqu'à la création de ma fonction lambda et donc le code source. Et donc là, je peux refaire un SAM-sync et ça va remettre à jour mon infrastructure, ça va redéployer mon application et comme ça, je peux créer progressivement. C'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, progressivement, je peux définir mon application serverless et la déployer et vraiment tester au fur et à mesure ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire la courbe d'apprentissage. Là, je peux grouper des éléments entre eux pour visuellement me donner des indices en me disant bah, ok, ça c'est un groupe et ça c'est le groupe de ma fonction lambda qui traite les messages de ma queue et ça c'est ajouté en tant que metadata dans mon fichier template. Ici, j'ai lancé samlog, donc je suis en train d'écouter les logs de ma fonction lambda et je peux voir ce qui se passe sur ma fonction lambda, je peux voir qu'elle est déployée. Donc là encore, vraiment, le couple, le combo Application Composer et SAM CLI, et là c'est vraiment super sympa pour créer des applications serverless de manière très très simple et visuelle. Donc là j'ai copié un fichier S3 et on voit tout de suite les logs qui apparaissent. Donc j'ai bien mon message qui a été envoyé à ma queue et ma queue qui a bien lancé l'exécution de ma fonction lambda. Donc voilà pour Application Composer. Donc là encore. Une question. SAM-sync, il redéploie les composants à chaque exécution ou que ceux qui ont changé? Ceux qui ont changé. Ok, c'est une question de Houssem. Oui, tout à fait, ceux qui ont changé. Un troisième service que je trouve super sympa, qui est en preview aussi, c'est un service qui amène de l'intelligence artificielle pour les développeurs. En ce moment, il y a pas mal de buzz sur ChatGPT et tout ça, c'est très, très haut niveau. Et bien, on a un service d'intelligence artificielle, là vraiment dédié pour les développeurs. Ça s'appelle Amazon Code Whisperer. C'est en preview. Et encore une fois, on a écouté les retours de nos clients. Code Whisperer, vous pouvez l'utiliser avec un compte AWS dans un contexte entreprise. Et ça, c'est super sympa parce qu'en fait, avec IAM Identity Center, vous pouvez avoir une utilisation d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un administrateur de votre entreprise qui va définir quelles sont les fonctionnalités de Code Whisperer que vous pouvez utiliser en tant que développeur de l'entreprise. Mais vous,
en tant que développeur indépendant, vous pouvez utiliser Code Whisperer sans compte AWS, donc avec maintenant ce qu'on appelle le Builder ID, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur Code Catalyst, c'est ce fameux identifiant indépendant d'un compte AWS qui vous permet aussi de vous connecter à Code Catalyst, et bien avec le même identifiant, vous pouvez utiliser Code Whisperer sans avoir un compte AWS. Donc ça, super intéressant. Donc Code Whisperer va vous générer des recommandations de code basées sur le code que vous êtes en train d'écrire, basées aussi sur les commentaires que vous mettez dans votre code. Voilà, si vous définissez dans votre commentaire, voilà, je veux coder une fonction qui fait, par exemple, qui calcule les nombres de la suite de Fibonacci, eh bien, il va vous proposer du code qui calcule les nombres de la suite de Fibonacci. On l'avait lancé l'année dernière en preview avec le support de Python et Java. On a annoncé à reInvent qu'on étendait le support des langages de programmation à JavaScript, C# et TypeScript. C#, c'est pour ça que je suis super content. Et les gens qui nous parlent de Go qui demandent que ça vient d'ailleurs. Alors, on a en roadmap d'étendre le support des langages de programmation. Là, on n'a rien d'annoncé en public. Pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que ça répond bien aux attentes de nos utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il est en preview. Donc on prend les feedbacks. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des feedbacks sur l'utilisation de Code Whisperer. Feedback is a gift. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks pour qu'on améliore le service. Vous pouvez les utiliser dans vos environnements de développement intégré préférés, Visual Studio Code, les IDE JetBrains, que ce soit IntelliJ, Rider, dans AWS Cloud9 bien évidemment, et vous pouvez aussi l'utiliser dans l'éditeur de code d'AWS Lambda. Et comme je le disais, donc, ça s'intègre. Ça, c'est le point important. On a bien entendu de nos clients. C'est la double vision. C'est à la fois, on veut pouvoir le gérer au niveau de l'entreprise. Et moi, je suis développeur indépendant. J'ai aussi envie de pouvoir en bénéficier. Et donc là, on supporte les deux modes. J'ai bien fait de choisir développeur comme métier parce qu'entre l'infra qu'on nous simplifie, le code qu'on nous simplifie, c'est plutôt cool. Ouais, c'est très cool. Et en fait, ça nous réoriente vers vraiment ce qui est important, moi je pense pour un développeur logiciel, c'est la valeur business que le code qu'on crée délivre. Parce que c'est ça notre valeur ajoutée. L'architecture logicielle, tous ces genres de choses. Voilà. Et pour aller dans cette direction-là, rien de mieux que le serverless, tous les services serverless. Le premier d'entre eux, c'est AWS Lambda. C'est quand même le service qui a lancé la révolution du serverless depuis 2014. On a lancé plus de 100 nouvelles fonctionnalités pour AWS Lambda. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de clients actifs qui utilisent AWS Lambda. On a plus de 10 trillions de requêtes AWS Lambda traitées par mois. C'est juste massif. Et une des grosses annonces de reInvent concernant Lambda, c'est AWS Lambda Snapstart. Donc, un gros problème récurrent dont on nous parle, alors moi je vais être très honnête, des fois je pense qu'on se focalise trop sur ce problème de cold start, mais c'est en tant que développeur, c'est parce que le cold start ça arrive une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, justement, c'est tout l'intérêt. Mais dans certains scénarios, effectivement, le cold start est très gênant. Et notamment sur des langages avec un runtime comme Java ou .NET. Et là, pour Java, Lambda Snapstart, ça réduit le cold start de quasiment 90%. Rien que ça. Parce qu'en fait, on utilise la fonctionnalité de snapshot de Firecracker, qui est l'hyperviseur qu'on utilise pour Lambda. Et en fait, juste après la phase d'initialisation, parce que je vais revenir un petit peu sur ces différentes phases, après la phase d'initialisation, et juste avant de lancer l'initialisation de la fonction, donc on a initialisé l'environnement, on a downloadé le code sur l'environnement et on a initialisé le runtime, et bien juste à ce moment-là, en fait, on va prendre un snapshot de la lambda. Et ce snapshot, c'est lui qu'on va réutiliser à chaque exécution. Plutôt que de refaire l'initialisation à chaque fois, on va réutiliser ce snapshot ici, dans la partie resume, ce qui va permettre de réduire drastiquement le temps de démarrage de la lambda en mode cold start. Donc ça, c'est vraiment un gros gain.
Les points importants à savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne avec Amazon Corretto 11. Donc ça, c'est si vous voulez commencer à tester Lambda Snapstart, qui est en General Availability, donc vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. Il faut vous assurer que votre application Java, elle fonctionne bien avec Amazon Corretto 11. Ok, il y a quelqu'un qui demande d'ailleurs comment convertir une application Java existante pour qu'elle marche avec Snapstart. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, premier point, s'assurer que votre application elle est bien compatible avec Amazon Corretto 11, donc avec Java 11. Et ensuite, là, il faut redémarrer effectivement vos lambda pour s'assurer que vous activez la fonctionnalité. Je vais être transparent. Moi, je suis plutôt un développeur C#, donc je ne connais pas tous les détails du fonctionnement. Mais tout ça est détaillé. Justement, il y a le blog de lancement de Snapstart qui le détaille sur les étapes à suivre pour activer la fonctionnalité. Ok, et chez Touchy, Oussem me demande si ça change quelque chose au niveau du pricing. Alors, sur le pricing, quand on fait un resume, donc quand on réutilise le snapshot, non, justement, ça, en fait, du coup, vous n'êtes pas pricé sur cette partie-là. Ok. Donc, c'est plutôt intéressant. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est Amazon Event Bridge Pipes. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'on passe beaucoup de temps, nous, en tant que développeurs, surtout maintenant avec les architectures orientées événements et microservices, on passe notre temps à récupérer un événement, des événements qui viennent d'une source, filtrer ceux qui ne nous intéressent pas, éventuellement transformer un petit peu la donnée pour la renvoyer vers le consommateur de cet événement. Et on passe énormément de temps à écrire du code glue entre finalement le producteur d'un événement et le consommateur d'un événement. Et c'est très sujet à bug. Il faut se le dire, on est des êtres humains. Donc, pas de bug. Moi, j'ai écrit des bugs, j'assume. J'ai écrit des bugs et je les corrige. Mais donc, c'est vrai que c'est sujet à bug. Et donc là, Event Bridge Pipes, ça va vous permettre finalement de définir de manière systématique et homogène la manière dont vous allez finalement acquérir un événement d'un certain nombre de sources. Aujourd'hui, il y a 14 services AWS qui sont gérés par Event Bridge Pipes. Comment vous allez filtrer? Donc, vous avez une étape qui est optionnelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer les événements. Vous allez pouvoir les enrichir, pareil, en appelant des services comme AWS Lambda, AWS Step Function et d'autres, pour enrichir éventuellement l'événement, lui rajouter de la donnée si vous en avez besoin, et ensuite transférer cet événement vers une cible pour justement vraiment automatiser cette connexion entre vos producteurs d'événements et les consommateurs. Et écrire moins de code, ça c'est passer d'un mode j'écris du code pour gérer ça à un mode j'utilise la configuration pour gérer le transfert d'un événement d'un producteur vers son consommateur. Donc ça, pareil, toujours dans la démarche de simplifier notre travail de développeur logiciel et de pouvoir se concentrer sur le code métier et pas le code glue entre deux services ou toujours dans les services Distributed Map for AWS Step Function. Donc ça, c'est une autre grosse annonce de Step Function. C'est qu'aujourd'hui, avec Distributed Map for AWS Step Function, vous pouvez gérer jusqu'à 10 000 exécutions en parallèle pour faire des traitements de masse sur des collections d'objets, notamment sur des collections d'objets sur Amazon S3. Donc si vous voulez traiter de la donnée en masse et en parallèle, ça c'est super utile et vous pouvez l'utiliser simplement dans Step Functions. Donc là encore, c'est encore une fois pour nous simplifier la vie. On peut comme ça itérer sur des millions d'objets S3 très rapidement. Dans les autres annonces, là je vais venir sur des annonces plutôt orientées DevOps, et moi qui j'aurais tellement aimé avoir un service comme ça avant, dans ma vie précédente où je faisais pas mal de bases de données, c'est Amazon RDS Blue Green Deployments. Donc ça c'est vraiment le sujet où
quand on est développeur, on dit oui, il faut qu'on fasse une mise à jour du schéma de la base de données de production. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une petite goutte de sueur là, qui perd le long du front en se disant non mais c'est très risqué ça. Donc là c'est là où on a envie de faire donc une copie de la base de données de production, de la mettre en mode staging, d'avoir une synchro entre sa base de prod, pouvoir faire la mise à jour du schéma de la base de données sur l'environnement de staging, tout en le gardant synchronisé avec l'environnement de production, tester que tout fonctionne bien, et seulement une fois qu'on est sûr que la mise à jour s'est bien passée, inverser le trafic de la base de données de production vers la base de données de staging. Eh bien, c'est exactement ce que permet de faire Amazon RDS Blue Green Deployment. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait le faire, mais on avait tout à faire à la main, tout à gérer soi-même. Aujourd'hui, Amazon RDS Blue Green Deployment se propose de gérer ça pour nous. Pourquoi je dis que j'aurais vraiment aimé? Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Hein. J'ai vraiment eu un jour, dans mon ancienne vie, on a fait une migration de base de données et on ne s'est pas rendu compte qu'on faisait un update sur une colonne de la table la plus utilisée de la base de données. Colonne qui était utilisée par le tunnel d'acquisition de trafic sur le site web public. Et on a mis en carafe le site web pendant 8 heures. Parce qu'il y avait plus d'1 million de lignes et la mise à jour, elle a pris 8 heures. Ok, update all. Update all, simple. Et voilà, et ça c'est ce genre d'erreur humaine que va permettre d'éviter ce service. Donc ça c'est vraiment une super fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Alors, fonctionnalité qui est aujourd'hui proposée pour Amazon Aurora avec la compatibilité MySQL, Amazon RDS pour MySQL et Amazon RDS pour MariaDB. Aujourd'hui c'est ces versions-là qui proposent cette nouvelle fonctionnalité. Deux derniers services dont je voudrais rapidement parler. Amazon CloudWatch Internet Monitor. Quel est le problème qu'on essaie de résoudre là? C'est le problème où vos clients vous disent « j'ai un problème avec votre application » et vous, tous les voyants sont au vert. Ben non, je ne comprends pas. Tout est nominal pour nous, il n'y a pas de souci. Et en fait, souvent, on se rend compte que le problème, il est au niveau du trafic Internet et il est au niveau de ce qui se passe entre le trafic Internet et notre service. Oui, le service, tout est au vert, mais il y a un problème entre le trafic Internet et notre service. Et donc là, Amazon CloudWatch Internet Monitor, c'est une nouvelle capacité de CloudWatch qui va vous donner de la visibilité justement sur comment les problèmes du trafic Internet peuvent impacter la disponibilité de vos services à vous en vision perçue de vos utilisateurs. Donc là, en fait, les données qu'on utilise pour ça, ce sont les mêmes données que AWS, donc nous, on utilise pour monitorer la propre disponibilité de nos services vis-à-vis de nos clients. Donc c'est les mêmes données qu'on réutilise pour vous donner cette visibilité-là, comment vos services sont impactés. Dernier petit service, ça c'est pour les étourdis du log. J'aime bien ce service-là, c'est Amazon CloudWatch Log Data Protection. Les étourdis du log, c'est, voilà, aujourd'hui on doit faire attention, on ne doit pas mettre de données personnelles dans du log, comme un numéro de sécurité sociale, par exemple. Il y a des lois qui l'interdisent. Il y a des lois qui l'interdisent. Mais on est des développeurs, et des fois on fait des bêtises, on ne fait pas gaffe, et il y a une donnée personnelle qui part dans le log. Et l'objectif de Amazon CloudWatch Logs Data Protection, c'est d'utiliser des règles de pattern matching, et aussi un algorithme qui s'appelle Mac24 qui va vous permettre de détecter et de protéger les données sensibles dans vos logs. Et c'est-à-dire que quand vous allez envoyer la donnée, avant qu'elle soit stockée dans CloudWatch, la donnée personnelle, elle va être retirée automatiquement. Donc ça, c'est pour ça que je dis c'est pour les étourdis du log. Ça permet de donner une garantie supplémentaire à l'entreprise qu'elle respecte bien les lois en vigueur. Et les étourdis, et puis tout le monde n'est pas au fait de tout ce qu'il y a dans les RGPD par exemple, et ça permet de ne pas avoir à se préoccuper de ça. Oui, mais bon, en 2023, c'est important de se poser la question. Ok. Voilà toutes les annonces à destination des développeurs, enfin toutes, non. Celles qui, pour moi, me paraissent les plus importantes. Ok, super. On a beaucoup trop de questions pour qu'on puisse y répondre, et puis on est un petit peu short sur le timing.
Donc on ne va pas prendre de questions. Si, j'en avais juste une que j'avais notée parce que je l'ai trouvée vraiment cool et je l'ai perdue. Donc, quelqu'un qui demandait si on pouvait charger les templates CloudFormation dans Application Composer. Tout à fait. On peut charger les templates CloudFormation. Ils vont s'afficher dans Application Composer, mais Application Composer ne gère pas tous les services gérés par CloudFormation. Donc ceux qui ne sont pas gérés vont être grisés et en mode lecture seule. Donc vous ne pourrez pas les modifier. Vous les verrez apparaître dans Application Composer, mais vous ne pourrez pas les modifier. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup encore François. De rien. Encore une fois, il y a plein de questions. Il y a des gens qui me demandent si on aura les slides. On va voir si on peut et comment on peut vous partager les slides. Dans tous les cas, il y aura le replay. Vous allez recevoir un mail après le webinaire. Vous pourrez revoir le replay. Et puis, on se retrouve dans une petite minute, le temps de changer de speaker. On se retrouve avec Tiffany. Merci encore François. De rien.